3 nouveautés kiffantes de Premiere Pro 2025. Alors c'est pas un truc que je fais d'habitude, ça, commenter les nouveautés de Premiere, parce qu'en général c'est des petites améliorations, mais là je trouve que cette année il y a vraiment du lourd, notamment la 3e, et on se le cache pas, c'est aussi l'occasion pour moi de donner la parole aux fanatiques de DaVinci Resolve qui vont pouvoir venir rager dans les commentaires en disant c'est déjà présent sur DaVinci, ou alors Premiere c'est trop cher. Laissons un espace d'expression à ces gens-là. Ce qu'on va faire concrètement, c'est qu'on va se mettre en mode avant-après, c'est-à-dire que je vais vous montrer les fonctionnalités comme elles étaient sur Premiere 2024, du coup ce qui posait problème, et du coup, ce qu'on peut faire maintenant en 2025. C'est parti, let's go pour les 3 nouveautés. Alors la première, du coup, c'est la fenêtre nouveau projet. Alors là, vous allez me dire, ah Théo, ça fait pas rêver cette première nouveauté, je m'attendais à mieux. Sur Premiere 2024, quand je voulais créer un nouveau projet, je cliquais ici et j'arrivais sur cette espèce de fenêtre imbitable avec des trucs dans tous les sens, alors que moi, ça ne m'intéresse pas d'importer les rushs au moment de la création du projet. Moi, ce que je veux, c'est juste donner un nom au projet, lui dire où est-ce qu'il va se mettre et ensuite créer le projet. Et bien, dans la version 2025, alors sachez que là, je suis sur la version bêta, non pas pour cette fonction-là, mais pour la 3e. Vous verrez qu'elle est dispo pour l'instant que sur la bêta, c'est pour ça que je vous montre tout sur la bêta. Je clique du coup sur nouveau projet et là, magie, waouh, on a une fenêtre ultra épurée avec juste le nom du projet, l'emplacement où on veut le mettre, et ensuite modèle. Alors ça, je sais pas trop à quoi ça sert, mais là je vais laisser sur aucun, et on peut surtout ignorer le mode d'import. Donc si on décoche ça, on va se retrouver sur la fameuse fenêtre imbitable, mais moi je vais bien cocher ça pour ne pas arriver sur la fenêtre d'import. On peut cliquer sur la roue crantée pour les réglages du projet, mais de toute façon moi je les laisse tout le temps par défaut, donc c'est bien qu'il les fasse pas apparaître. Et ensuite on clique sur créer, et en quelques clics on a créé notre projet. Maintenant il n'y a plus qu'à importer les rushs. Deuxième nouveauté que j'apprécie beaucoup, c'est le panneau propriété. Dans Premiere Pro 2024, si je voulais modifier les dimensions et la position par exemple d'un rush, je devais aller dans options d'effet et par exemple modifier la position horizontale, verticale, l'échelle, et surtout si je devais recadrer, je devais aller dans effet, chercher recadrage, appliquer l'effet à mon rush, puis retourner dans options d'effet et recadrage, voilà, choisir les paramètres un par un. C'était pas du tout intuitif et rapide à mettre en place. Et bien dans la version 2025, on retrouve un nouveau panneau qui s'appelle propriété, et donc si je clique sur mon rush, on retrouve quelques éléments. C'est assez épuré, ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas trop de trucs, et on peut ajuster notamment la position, l'échelle également, mais surtout le recadrage, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'appliquer un effet, c'est disponible tout de suite, et ça c'est vraiment un gain de temps de malade, parce que moi perso c'est un effet que j'utilise très souvent. En un clic, je peux remettre mon recadrage à 0, et là ici on voit qu'au niveau des transformations, on peut également ajuster notre rush par rapport au fond. Par exemple ici je viens de prendre un rush qui est en 9/16e, si je clique sur ajuster, et il me l'ajuste pour qu'on ait toute l'image du rush dans le cadre mais que ça touche les bords, et si je clique sur fond, c'est pour qu'on n'ait plus aucun fond noir sur ma séquence, quitte à perdre de la matière sur mon rush. Ça c'est des choses qu'on va pouvoir faire beaucoup plus facilement avec ce panneau propriété tout le temps ouvert, donc moi je prends ça avec grande joie. Troisième et dernière nouveauté, je pense que c'est celle-là que vous attendez tous. Là, les partisans de DaVinci sont tous en PLS devant leur écran. Eh bien, c'est l'extension générative par IA. Donc, c'est cette fonction qui, pour l'instant, n'est dispo que sur la version bêta, mais je pense qu'elle devrait arriver assez vite sur la version 2025. Donc là, il n'y a pas à vous montrer comment ça se passait dans Premiere 2024 parce que l'effet n'existait pas. Mais en fait, le problème qu'on pouvait avoir, c'est avoir un rush, par exemple, que je veux commencer ici pour montrer l'épaisseur, et du coup que je termine à peu près ici. C'est-à-dire que là, c'est la fin de mon plan. Hop, donc du coup j'ai la caméra qui pique du nez, donc c'est à dire que voilà, mon plan je le prends comme ça. Mais si j'avais envie de prendre ce plan pendant 2 secondes de plus, eh bien comment j'aurais fait avant? Je l'aurais tout simplement ralenti. Avec mon outil R, je l'aurais ralenti comme ça par exemple, et du coup ça m'aurait donné plus de matière, mais là le problème c'est que c'est saccadé parce que je ne l'ai pas filmé pour qu'il soit au ralenti. Avec la nouvelle mise à jour d'extension générative, je n'ai pas besoin de ralentir mon plan, donc je vais revenir en arrière, voilà, je le mets à 100%, et on va venir chercher le nouvel outil, voilà, extension générative. Et là, je vais prendre la fin de mon rush et je vais l'étendre de maximum 2 secondes. Et là, ce qui va se passer, c'est que il va commencer à calculer, à générer. Donc là, on est à 34%. Ça prend un petit peu de temps forcément parce que c'est de l'IA et il doit générer des nouvelles images. On peut le faire maximum sur 2 secondes, mais moi, je trouve ça largement suffisant. En général, quand on veut un peu plus de matière sur un plan, on n'a pas besoin de 15 secondes de plus. Je le laisse finir de générer et je vous montre le résultat. Voici le résultat. Donc, en gros, à partir de là, c'est de l'image 100% générée par IA. Donc, je mets lecture. Normal, et là c'est de l'IA. Donc c'est quand même assez incroyable, c'est-à-dire que ça continue le mouvement, ça va quasiment inventer de la matière. Si je rentre dans la précomposition, parce qu'en fait ce qu'il fait c'est qu'il crée une précomposition, donc là on a la partie qui est générée, en gros au lieu que ça se termine comme ça,
et que bah, du coup la caméra finisse au sol, eh bien ça vient continuer le mouvement, voilà, vraiment 2 secondes de plus. Alors forcément, il y a des imperfections hein, sur la netteté, sur la perspective, etc. Mais là, on est sur une version bêta et on est quand même sur un mouvement de caméra. Donc, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Du coup, on va faire le test quand même sur 2 autres exemples. Le premier, c'est ce plan-là. J'ai un plan en fait où je me balade un peu dans les petits tas de cailloux comme ça à l'île d'Oléron. Et à la fin, je viens faire un plan serré sur voilà, celui-ci. Et bah, du coup, je remonte parce que c'est la fin de mon plan. Donc moi, j'aimerais bien que ça continue le plan de 2 secondes. Donc je vais l'arrêter à peu près, on va dire ici. Donc je le raccourcis, tac, et je viens prendre mon outil. Et je vais mettre 2 secondes de plus. Alors à chaque fois, je mets 2 secondes. C'est vraiment pour voir la capacité de l'outil. Hein. Après, en général, ça peut être un besoin que d'1 seconde. Voilà le résultat. Donc du coup, là, on a toute la partie du rush normal où je me baisse et je commence à amorcer un petit mouvement vers l'arrière. Et du coup, là, on a la suite. Donc tout ça, c'est généré. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'il a continué de faire un mouvement vers l'arrière, mais en gardant les perspectives. Là, je ne suis pas en train de regarder les moindres défauts au pixel près, mais j'ai quand même l'impression que c'est assez cohérent. Donc si je mets en lecture à vitesse réelle, on sent quand même une petite saute au moment où on rentre dans l'IA. Entre là et là, on voit ici au niveau des pierres que tac, tac, voilà. On rentre dans un truc d'IA. Mais là, c'est aussi, je pense, parce qu'on est sur la version bêta et que ça va sûrement être amélioré. Mais c'est quand même assez incroyable quand on regarde ça à vitesse réelle sans trop peaufiner les détails. Bah, franchement, on a vraiment l'impression que c'est un mouvement de caméra qui a été fait au tournage. Dernier exemple. Et là, on va regarder également le son parce que c'est un outil qui prolonge aussi le son. J'ai un morceau d'interview ici que j'ai fait pour une cliente. L'univers émotionnel et sensoriel du vin. Et en fait, à la fin, voilà, elle se met à rigoler. Et moi, mettons que ça, c'est la toute fin de mon interview. Et je veux rester sur son sourire, mais j'ai pas envie d'avoir le moment où elle rigole. J'ai envie de finir à peu près, si je fais du image par image, juste avant qu'elle se mette à sourire. Donc, on va dire ici. Là, on va regarder ce qu'il nous fait avec ce même outil. Donc, je le prends. Et du coup, bah, là, je prends tout mon rush et il va également me prolonger. Parce que l'idée, c'est de continuer avec le bruit de fond, qu'on n'ait pas un silence, mais qu'on ait également un bruit de fond pendant 2 secondes de plus. Et là, on voit d'ailleurs que pendant que ça génère, on a génération en cours pour la vidéo et génération en cours pour l'audio. Et d'ailleurs, l'audio va plus vite que la vidéo. Sachez que on peut générer que de l'audio. Hein. Je crois qu'on peut monter à 10 ou 15 secondes sur que du son. Donc ça peut être intéressant aussi, juste pour rajouter du bruit de fond, du bruit d'ambiance. Bon, ça a marché sur l'image, mais pas sur le son. Allez savoir pourquoi. Ça a gardé son sourire, mais avec quand même un petit mouvement. C'est-à-dire que là, on est sur le rush de base. Alors ici, on voit qu'il y a une petite différence en termes de contraste et de colorimétrie. C'est quelque chose que j'ai remarqué d'ailleurs sur tous mes tests, donc ça va peut-être être mis à jour une fois qu'on sera plus sur la version bêta. Mais en tout cas, à partir de ce moment-là, eh bien, on a un petit mouvement quand même, malgré tout, du visage. Il y a la main qui bouge un petit peu, mais on voit que voilà, on n'a pas appuyé sur pause, on n'est pas sur une image fixe. Si on le lit à vitesse réelle, et bah du coup c'est exploitable, hormis le truc de couleur qui va sûrement être réglé. Et d'ailleurs il faut savoir que si on n'est pas content de ce que l'IA a généré, on peut le régénérer. Par exemple là, si je trouve que l'espèce de mouvement de main est un peu bizarre, et bah, je peux faire clic droit sur mon rush, extension générative, générer de nouveau la fin, et du coup là il va recommencer. D'ailleurs il va peut-être recommencer aussi l'audio, on va voir si ça marche cette fois-ci. Il a terminé et la vidéo et l'audio ont marché, donc on regarde, c'est parti. Émotionnel et sensoriel du vin. Ok, donc là du coup on n'a plus le truc des mains, mais par contre il y a un truc un peu chelou dans les yeux, à peu près ici, voilà, il y a une espèce de brillance. On n'est pas sur un truc parfait. Au niveau du visage, moi je préférais la première, et au niveau des mains la deuxième, mais en tout cas ça montre vraiment la direction dans laquelle on peut aller potentiellement. Et en ce qui concerne l'audio, bah, c'est pareil, on se retrouve souvent à manquer de bruit de fond parce qu'il y a eu quelqu'un qui a parlé ou je ne sais quoi. Bah là si on regarde du coup ce qu'il a généré, c'est-à-dire cette partie-là, on a une espèce de bruit mais qui est un peu inspiré de ce qu'on avait potentiellement dans le rush de base, et ça reste 10 fois mieux que ce qu'on avait du coup avec ça. Donc pour moi c'est quelque chose qui va vraiment être intéressant quand ça sera bien peaufiné en version finale, parce que ça m'arrive assez souvent de tirer un rush et de me dire ah mince, il me manque une demi-seconde, une seconde, rarement 2 secondes. Et bah là, grâce à l'extension générative, on pourra le faire et ça fait vraiment plaisir. Maintenant, j'ai envie de dire mais. Parce qu'il y a un mais. Les nouveautés sont kiffantes, certes, mais ça ne veut pas forcément dire que le montage va être kiffant. En fait, vous avez 2 cas de figure vis-à-vis du montage. Le montage chiant, c'est souvent une question que je reçois. Théo, pour moi, le montage, c'est horrible, ça prend des plombes, je me démotive très facilement et du coup, je termine jamais mes vidéos. Comment faire? Et le montage kiffant, et bah déjà, moi, quand je fais du montage, je kiffe.
Mais je voulais prendre un autre exemple sur lequel je suis tombé hier par hasard et ça m'a interpellé. C'est quelqu'un qui faisait un vlog, il s'appelle Jean Nours, c'est un cuisinier, et il a sorti un vlog dans lequel il disait: s'il y a une partie que j'aime bien faire dans une vidéo, c'est le montage. Je pense que c'est la partie que je préfère le plus. Waouh, génial, putain, ça fait tellement plaisir d'entendre ça. Mais du coup, comment faire si on trouve le montage chiant comme cette personne pour le rendre kiffant comme Jean Nours et moi-même? Je t'ai préparé une vidéo bonus parce que là, la vidéo est déjà assez longue qui s'appelle justement le montage kiffant. Donc c'est une vidéo de 10 minutes dans laquelle je te partage un process très simple à mettre en place quand tu commences ton montage et du coup ça va te rendre 3 fois plus efficace un montage, donc tu vas perdre beaucoup moins de temps et surtout tu vas retrouver le plaisir du montage dès le début de ton projet. Donc je te laisse cliquer sur le premier lien en description pour découvrir mon process du montage kiffant et finir avec cette tête une fois que tu auras mis en place le process.